Le 29 avril, c'est le jour, peut-on dire, le triste anniversaire pour la communauté Hutu du Burundi, du génocide de 1972, qui prend place dans une série de génocides d'ailleurs. La question que vous posez sur les responsabilités de l'État du Burundi, il y a une notion qui est fondamentale en sciences politiques, c'est la continuité de l'État. Vous savez que le président Chirac en France avait par exemple admis les responsabilités de l'État de Vichy, de l'État français en 1940, dans le génocide juif de 1941-1944, et la responsabilité et la participation dans les déportations du gouvernement français. Cette continuité de l'État est fondamentale. Mais le génocide, à la fin, on n'en parle pas beaucoup. En Belgique, tout le monde parle du génocide rwandais. Il y a même des procès, puisque la Belgique a une prétention de justice universelle. Nous y viendrons à la fin de notre entretien. Lorsqu'un crime est commis, il faut voir, disaient les latins, quid protest, à qui profite le crime. Et ce crime, essentiellement, il a profité au colonialisme belge et puis au néocolon belgicain. La question des responsabilités de l'État burundais, elle est fondamentale. Lorsque j'ai fait 2 visites en 2016, ma première visite, c'était ma grande tournée politique au Burundi. On m'a amené à votre mémorial et on m'a présenté les portraits de tous les présidents burundais. Et jusqu'au président Nkurunziza, il n'y avait eu qu'un président élu assassiné au bout de 3 mois. Le reste, c'était une suite de coups d'État, de dictatures militaires, etc. La présidente Nkurunziza n'a pas prétendu être une rupture, elle a prétendu se placer dans la démocratisation du pays et dans cette ligne. Les violences de 1972, elles sont un paroxysme dans le processus génocidaire au Burundi, qui est un processus occulté, je le répète, en Belgique, mais aussi occulté au niveau des Nations Unies, étrangement parce que là-bas, il y a un lobby pro-occidental et il y a un lobby pro-rwandais. Les Nations Unies éprouvent les réticences à avaliser ce génocide, mais il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup dans l'histoire moderne. Il faut ajouter quelque chose, c'est que lorsque on habite la Belgique, je n'ai pas personnellement de responsabilité dans le colonialisme belge. Mon arrière-grand-père, il s'appelait Michel Houellebecq, c'était un militant socialiste, et dans les années 1885, il était déjà antiraciste, anticolonialiste. Il y a beaucoup de militants ouvriers belges qui ont participé à la lutte contre le colonial belge. Ils faisaient déjà des manifestations contre le Congo de Léopold II, et il a jusqu'à la guerre de 14, qui est l'intégration des socialistes au régime monarchiste belgicain, il y aura toujours des manifestations contre ce colonialisme qui a été, avant 1914, celui du Congo, où les Belges, le roi Léopold a mené aussi un génocide qui est considéré comme le premier génocide de l'époque moderne. Le grand historien britannique Hodgkins a dit qu'avant que Hitler ne fut Léopold II vaincu, c'est cela, les camps de concentration, la détention des populations, les massacres d'origine ethnique, etc., ça a été inauguré, non pas comme on le croit dans l'Angleterre de la guerre des Boers en Afrique du Sud, mais par le roi Léopold II. Mais tous les Belges n'ont pas participé à ça. Il faut rappeler quelque chose, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire de la Belgique, et les Belges ne connaissent pas l'histoire du Burundi, et souvent ils ne connaissent pas l'histoire non plus du Congo. Mais la Belgique a connu, pendant ces 30 premières années, des vagues de révoltes populaires, ouvrières. Il y avait une exploitation incroyable, on utilisait les enfants dans les mines. La misère du monde ouvrier, elle était la misère qui était faite aux populations coloniales et qui a continué avec le néocolonialisme. Il y a des grandes révoltes dans toutes les grandes villes ouvrières. Il y en a à Bruxelles, il y en a à Charleroi, il y en a à Mons, il y en a à Liège. Et nous sommes dans les années 1860. La garde bourgeoise, qu'on appelle la garde civique, qui est celle du régime, elle tire à la mitrailleuse sur les populations ouvrières. Les révoltes qui
Léopold, le régime mexicain, la monarchie, ils ont occulté les génocides au Rwanda, au Burundi, etc. Ils ont aussi occulté ces révoltes ouvrières. Et les officiers, les sous-officiers qui passent, qui tirent à la mitrailleuse sur leur propre peuple, ce sont ceux qui ensuite vont aller encadrer les milices africaines du roi Léopold II pour la conquête du Congo. Et ce sont leurs héritiers, c'est l'armée belge qui, à partir de 1916-1917, va assumer le pouvoir dans ce qui est à l'époque une seule province qu'on appelle le Rwanda-Urundi. La séparation du début des années 60, elle est celle de la décolonisation en deux États. Il est donc important bien de reconnaître cette responsabilité de l'État burundais et je salue d'ailleurs les autorités du CNDD-FDD parce qu'ils ont pris en compte ce phénomène qui était occulté. Il y a aujourd'hui votre ambassadeur qui est un ami, qui est un grand panafricaniste, qui est votre ambassadeur aux Nations Unies, et bien il vient de faire un communiqué rappelant ceci. Moi-même, je suis, vous le savez, géopoliticien. Je m'intéresse à toute l'histoire africaine. On m'a interviewé des dizaines de fois sur le génocide du Rwanda. J'en dirai quelques mots, mais on ne m'a jamais interrogé avant ce jour sur le génocide du Burundi. J'en ai pris conscience, je vais vous avouer tardivement. J'en ai pris conscience lorsque j'ai visité avec mon ami Willy Niamitwe la communauté burundaise du Canada. C'était la grande conférence à Québec sur la crise de 2015. Nous avons été reçus par la diaspora et j'ai rencontré les descendants, les enfants de la population qui a subi le génocide de 1972, qui ont quitté leur pays. J'y ai découvert un immense drame humain, une immense peine, une immense souffrance. En particulier, il n'en parle pas beaucoup, mais je crois que je peux le dire, dans la famille de Willy Niamitwe que j'ai rencontré là-bas. J'ai été surpris de cette souffrance qui était tout à fait occultée et qui le reste dans cette Belgique néocoloniale. La question du génocide, c'est une question qui est, il faut le dire, internationale et qui est liée à la situation même du Rwanda et du régime rwandais. Vous savez qu'en 1994, il y a le génocide du Rwanda. Il est présenté comme un génocide des extrémistes Hutus, les fameux Hutu Power, après la mort, l'assassinat du président, de l'avion en vol du président à Paris-Mana, où est assassiné aussi le président burundais d'ailleurs, ce qu'on oublie le plus souvent. En réalité, le génocide burundais, il est un génocide des extrémistes Hutus, il ne faut pas le dissimuler, contre des extrémistes Tutsis. Il sert de prétexte au FBR de Kagame, qui est à ce moment-là le dirigeant des services secrets de l'Ouganda, il ne faut pas l'oublier, pour intervenir au Rwanda. Il est le grand gagnant de ce génocide, puisque ça lui permet de s'introduire dans la guerre civile, d'isoler au niveau diplomatique international le régime extrémiste Hutu de Kigali et de prendre le pouvoir. Il y a derrière ces Hutus, ce Hutu Power, il y a des responsabilités qui sont françaises, mais qui sont, comme au Burundi, à un autre niveau, celles de la cour belge du roi Baudouin, qu'on a présenté comme un saint, mais qui a de lourdes responsabilités dans les génocides du Rwanda et du Burundi, et d'isoler également les soutiens occidentaux du régime de Kigali Hutu. À partir de ce moment-là, le FPR va surfer pour une victoire rapide. Il faut rappeler que ce génocide de 1994, il n'est pas dirigé uniquement contre les Tutsis, il est dirigé contre une grande partie des Hutus, c'est-à-dire tous les Hutus modérés. Il y a un livre fondamental, c'est le livre de la journaliste Judy Revers, qui a été diabolisé par le gouvernement de Kigali et par le lobby pro-rwandais au niveau international, aux Nations Unies et en Belgique. Que dit Judy Revers? Elle dit la même chose que moi, et sa thèse est étayée. Elle dit que les responsabilités sont celles aussi du FPR. Voilà, nous en venons ensuite au génocide qui est celui des Hutus au Burundi.
de 1972, le génocide rwandais de 1994, qui présente les Tutsis comme les victimes universelles du conflit Tutsi-Hutu, qui est une création du colonialisme allemand et belgicain. J'y reviendrai à la fin de cette interview, mais il ne faut pas diluer ces responsabilités-là. Eh bien, on dissimule le génocide du Burundi à partir du génocide du Rwanda. Le combat que mène aujourd'hui Bujumbura Gitega pour faire reconnaître ce génocide à l'ONU, il est fondamental, bien entendu. L'ironie de l'histoire, vous savez que l'histoire elle est souvent ironique et cruelle, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les héritiers, ce sont les enfants, ce sont les descendants des génocidaires Tutsis au Burundi de 1972 qui, depuis l'exil, agitent pour des raisons géopolitiques de déstabilisation de Bujumbura Gitega, agitent le spectre d'un nouveau génocide au Burundi. Il faut savoir que la grille de lecture qui est proposée par les Américains, les Belges, les Français et surtout le Rwanda, qui est celle de calquer le génocide rwandais de 1994 sur la situation au Burundi de 2015, on dit que le Burundi serait en situation pré-génocidaire, que le CNDD-FDD, ce serait l'héritier des Interahamwe du Rwanda. Ça n'a rien à voir, les situations sont totalement différentes et je l'expliquerai également à la fin de cet entretien. Une des raisons pour lesquelles je soutiens le CNDD-FDD, c'est précisément parce que c'est un pouvoir qui a mis un terme à ce conflit ethnique et qui est un régime, peut-on dire, qui est multiconfessionnel et multiculturel, parfaitement démocratique, ce qui est une nouveauté dans l'histoire du Burundi depuis les années 2003-2004. Il ne faut jamais oublier cela. Il n'y a pas du tout de situation pré-génocidaire au Burundi, etc. Cela n'est qu'un prétexte à la déstabilisation du pays. Le génocide de 1972, c'est un paroxysme. Il y a bien entendu une série de mini-génocides, de violences. Il faut savoir que jusque 2003-2004, c'est-à-dire les premiers accords d'Arusha, et je voudrais faire une clarification, dans une conférence que j'ai tenue à Bujumbura en 2016, au printemps 2016, au mois de mai, j'ai conseillé de ne pas aller à Arusha. Il s'agissait des nouvelles consultations d'Arusha. J'ai conseillé au Burundi ce que le CNDD-FDD en juin 2016 a pris également comme position. J'ai conseillé de faire un dialogue national entre Burundais et de ne pas aller, ça a été mon expression, à Kalosa, se mettre à table, notamment à Arusha, les secondes négociations avec les descendants précisément, les mouvements compradors fantoches burundais pilotés depuis la France et la Belgique du style Ktaret, etc. Et également les descendants du génocide Tutsi de 1972 au Burundi. Mais par contre, j'ai toujours salué les premiers accords d'Arusha en 2003-2004 qui ont permis l'accession au CNDD-FDD au pouvoir et d'un régime parfaitement démocratique au Burundi. Voilà ce qu'il faut savoir. Je partage donc votre avis. J'ai suivi notamment sur Twitter l'action de votre radio pour la reconnaissance et l'enquête qui a lieu actuellement sur le génocide de 1972. J'en partage non seulement les conclusions, mais je partage en tant qu'ami sincère du Burundi, j'en partage évidemment le combat. Les restes humains que l'on découvre dans tout le pays sont évidemment les preuves de ce génocide. Ils sont impressionnants et ils sont de même nature précisément que celles qui servent à étayer le génocide au Rwanda de 1994, d'où la colère de Kigali notamment face aux recherches qui sont menées au Burundi, parce que Kigali veut avoir, on l'a dit une fois, le monopole, ça a été dit à propos d'un autre régime et du génocide des Juifs, ils veulent avoir le monopole de la souffrance et ne pas la partager avec le peuple, avec les Barundi. Voilà la réalité. Il ne faut pas vouloir nier cela. Et les Nations Unies, évidemment, elles font un mauvais travail.
mais elles font un mauvais travail à tous les niveaux vis-à-vis du Burundi moderne. Ils font un mauvais travail en ne voulant pas nous connaître cette réalité. La question des Nations Unies, évidemment, elle ne pourra pas tenir longtemps cette situation. Je pense qu'on s'achemine vers une reconnaissance du génocide burundais. Ce ne sera que justice. Vous savez, ma position, elle est claire. C'est la même chose pour les êtres humains que pour les nations. Les peuples doivent faire leur deuil. Lorsqu'un peuple subit un massacre ou un génocide, c'est vrai pour les Juifs, c'est vrai pour les Arméniens, c'est vrai pour les Tziganes, c'est vrai pour les Rwandais, c'est vrai pour les Burundais. Il faut un deuil, il faut la reconnaissance de ce génocide, il faut des mémorials, il faut que les victimes soient décemment enterrées. C'est ce processus qui est à l'œuvre au Burundi. Et je conseille à tous les candidats à la présidence de la République, mais je crois que c'est déjà le cas du CNDD-FDD, il faut évidemment faire de la reconnaissance de ce génocide, et votre ambassadeur vient de le faire ce jour au niveau des Nations Unies. Il faut faire de la reconnaissance de ce génocide une grande question nationale. Il faut maintenant revenir à qui profite le crime. Le colonialisme et le néocolonialisme, celui de l'Allemagne et de la Belgique, sont les responsables de ce crime, que ce soit au Rwanda ou au Burundi. Je sais que peut-être je vous surprends de parler du Rwanda, mais les responsabilités sont les mêmes. Ce sont celles de la Belgique, de ses complices occidentaux, et des Allemands, du colonialisme allemand dont elle a hérité dans les années 1917-1919, notamment après la conférence de Versailles. Qu'est-ce que c'est le conflit Tutsi-Hutu? C'est une importation des théories colonialistes européennes. Au départ, il y a les délires de l'anthropologie raciste allemande qui veut catégoriser les peuples en race supérieure et en race inférieure. Ce sont les origines de tous les génocides. C'est à partir de là que va se faire le génocide des Juifs à partir des années 1933, qui va cumuler avec la Shoah et la conférence de Wannsee en 1941. Ce sont, ne l'oublions pas, le génocide des Tziganes, le génocide important de populations slaves. Le but des nazis, c'était de massacrer les Polonais, une partie des Russes, etc. Les premiers victimes des chambres à gaz à Auschwitz, ce ne sont pas des Juifs, ce sont des prisonniers de guerre russes. Et l'anthropologie allemande, elle importe en Afrique, dans ce qui est alors l'Afrique coloniale allemande, elle apporte ses délires, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, de cette anthropologie coloniale où on mesure la taille des populations, la force de leur crâne, et ils en déduisent, parce que les Tutsis sont grands et sont d'une aristocratie minoritaire, parce qu'ils ne ressemblent pas à la population Hutu. Les Allemands, les Allemands disent que ce sont, il ne faut pas en rire, parce que de cette farce tragique est né un génocide qui n'est pas une farce. Ils en déduisent que les Tutsis sont, je les cite, des Caucasiens à peau blanche, des Blancs, à peau noire, pardon, des Blancs à peau noire. C'est extrêmement risible. Le terme caucasien, d'ailleurs, étant celui qui est encore utilisé au niveau international pour désigner les Blancs, notamment aux États-Unis. Lorsque la Belgique s'empare, c'est la rapine coloniale reçoit le mandat sur le Rwanda-Burundi. Elle se sert, comme l'Allemagne s'était servie, de cette instrumentalisation d'une différenciation ethnique entre Tutsi et Hutu pour gouverner. Jusque-là, jusqu'à l'arrivée des Allemands, les populations avaient vécu en bonne intelligence. Il n'y a pas une communauté et une culture Tutsi, il n'y a pas une communauté et une culture Hutu. Jusque-là, tout le monde vit ensemble dans un système qui est assez simple d'agriculture pastorale. Il n'y a même pas les oppositions qui existent, par exemple, entre les Touaregs et les populations noires au Mali, ou entre les Peuls et les Togos, par exemple, au Burkina Faso. Ça n'existait pas. Mais le colonialisme apporte cette différenciation. Les Belges, ils sont minoritaires, ils gouvernent leur colonie, pas seulement au Congo, mais aussi le Rwanda, au Burundi, et ils l'exploitent à partir de peu de moyens.
peu de moyens militaires, peu de colons, parce que le colonialisme belge ne sera jamais un colonialisme comme l'ont été les Français ou les Britanniques. Un colonialisme qui est un colonialisme de peuplement, c'est un colonialisme où une métropole coloniale, Bruxelles, exploite les autres, et ils utilisent donc les Tutsis pour gouverner les Hutus. C'est l'œuvre de la cour belge, du roi Albert, qui est le successeur de Léopold II, et ensuite du roi Léopold III, et puis surtout de celui qui sera un des bourreaux du Rwanda et du Burundi, le roi Baudouin qui était présenté comme un saint en Belgique et qui est en fait le dirigeant de ce lobby néocolonial, avec l'appui d'un deuxième pouvoir, ce sont les évêques belges qui ont gardé un genre de parrainage longtemps sur les évêques à partir de 1960 du Congo et notamment du Burundi et du Rwanda, et qui vont aggraver la différence. Mais le colonialisme belgicain ne va pas s'arrêter là. Lorsqu'en 1960-62, il doit lâcher ses colonies, parce que c'est le temps de la décolonisation, eh bien, il cherche comment mettre au point un mécanisme pour garder le pouvoir colonial. Il va le faire en renversant son soutien, c'est-à-dire notamment au Burundi à partir de ce moment-là. Il va soutenir l'inverse, il va soutenir au Rwanda ce qui va devenir le pouvoir Hutu contre les Tutsis, et il va continuer au Burundi. C'est un système qui est machiavélique, qui est un système extrêmement pervers et vicieux, et il va continuer à soutenir les différents pouvoirs, les différentes juntes militaires Tutsis qui sont au pouvoir au Burundi. Cela va durer jusqu'en 1994. C'est encore le roi Baudouin qui se sert pour entretenir la surface diplomatique internationale de Kigali, et qui va continuer, bien entendu, au Burundi jusqu'à la période d'Arusha 2003-2004, où le CNDD-FDD est un pouvoir que l'on peut qualifier et qui est perçu comme tel à Bruxelles, qui est un pouvoir opposé au néocolonialisme belgicain. Il ne faut pas dissimuler cette responsabilité belge dans le génocide du Rwanda et surtout dans le génocide du Burundi de 1972. Là, la Belgique coloniale est encore toute puissante au Burundi, et donc cette responsabilité, non seulement on la dissimule en Belgique, mais la Belgique en plus s'arroge un droit de supériorité morale. Elle prétend juger, donner des leçons de démocratie au Burundi, elle prétend déstabiliser le pouvoir du CNDD-FDD, et elle prétend juger la question des génocides au Rwanda et au Burundi avec une justice universelle, des génocides dans lesquels on juge des lampistes, c'est-à-dire des génocidaires de second plan, et dans lesquels on ne met pas en cause les grands responsables du génocide, tout simplement parce que ceux-là avaient des complicités, avaient des co-responsables, qui sont, je le répète, la diplomatie belgicaine, la cour du roi des Belges. Il faut quand même pas oublier quelque chose, c'est que le colonialisme belge, c'est l'œuvre de la famille royale, c'est l'œuvre du roi Léopold. Ce sont ses arrière-petits-neveux qui sont encore au pouvoir, qui sont rois des Belges aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dirait si aujourd'hui les arrière-petits-neveux d'Adolf Hitler étaient encore chanceliers ou présidents en Allemagne? Ça serait évidemment inacceptable, et ça l'est depuis 1945, mais en Belgique, ça ne choque personne que les arrière-petits-neveux de Léopold II, le boucher du Congo, et de son successeur, c'est-à-dire le colonialisme des rois Albert, Léopold et Baudouin, ce sont toujours eux qui sont au pouvoir. Voilà la question qu'il faut décider. Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que beaucoup de gens me demandent pourquoi je suis spectaculairement intervenu depuis 2015. À l'époque, le gouvernement du CNDD-FDD, c'était un paria international. J'ai jeté tout mon poids international, notamment sur Afrique Média, pour soutenir le Burundi. Je pense que j'ai réussi pas mal, notamment au niveau de la diaspora, notamment lors de la grande tournée du Québec. Et aujourd'hui,
bien entendu, je n'ai jamais, dans les années 2016-2019, je n'ai jamais abandonné le Burundi. J'ai fait des dizaines et des dizaines d'émissions de télévision pour défendre ce que je considère être mon peuple frère. Vous savez qu'en 2016, au Québec, la communauté burundaise du Québec m'a accepté en son sein. Ils m'ont d'ailleurs donné le nom du général Adolphe Nishimiyama en hommage à la position que j'avais fait pour défendre, comme lui avait donné sa vie pour défendre le Burundi indépendant. Aujourd'hui, en 2020, c'est de nouveau la zone des tempêtes qui commence pour le Burundi. Le problème du Burundi, c'est pas la présidentielle. Le problème du Burundi, ça va être l'époque qui va suivre. C'est-à-dire qu'il y a un lobby international aux États-Unis, les réseaux de George Soros, Human Rights Watch, le lobby néocolonial aux Nations Unies, notamment au Comité des droits de l'homme, notamment au HCR, etc., qui est en train de se mobiliser pour déstabiliser le Burundi de la préélection. On dit qu'il y a de la violence, on dit qu'il y a une situation pré-génocidaire, on n'échappe pas. C'est pour ça que la question de la connaissance du génocide de 1972, c'est une façon de désamorcer cette campagne de haine et de mensonges contre Bujumbura Bitega, mais c'est la réalité. Moi, je suis en ordre de bataille pour défendre le Burundi dans l'année 2020-2021 qui va être la zone de toutes les tempêtes. Il faut savoir ça. Pourquoi est-ce que je défends le CNDD-FDD? Parce que je suis la situation au Burundi devant longtemps et ma famille, un de mes oncles, était en relation d'affaires avec le Burundi dès les années 1960. J'ai été élevé dans l'enfance, dans la mémoire qui est restée des voyages de mon oncle dans votre pays. J'ai suivi cette grande opposition entre Tutsi et Hutu. Je la connaissais intimement depuis la France et lorsque je me suis engagé pour le Burundi, je l'ai fait dans un mouvement tout à fait naturel qui correspond à l'engagement anticolonialiste de mon arrière-grand-père maternel dont je salue la mémoire. Tous les Belges n'ont pas de responsabilité dans le colonialisme. Le colonialisme, c'est l'establishment belgicain, c'est la monarchie. Moi, je suis républicain, anti-monarchiste en Belgique, et c'est un establishment capitaliste qui a exploité la classe ouvrière belge et qui a exploité les peuples coloniaux. Le combat que je mène, il est dans cette perspective, et aujourd'hui, je suis mobilisé. Une des choses qui m'a frappé lorsque j'ai visité le Burundi en 2016, ça a été que le CNDD-FDD, ce n'était pas du tout un Hutu power. Il y avait des Tutsis dans ses dirigeants et ses responsables, et c'était un régime multiculturel. La première personnalité du CNDD-FDD qui m'a reçu au Burundi, c'était le maire Tutsi de Bujumbura. J'ai rencontré, bien entendu, le vice-président qui appartient à une formation d'opposition Tutsi. Lorsque j'ai rencontré des maires Tutsi, lorsque j'ai traversé tout le pays, j'ai rencontré également, bien entendu, lorsque j'ai fait ma grande conférence à Bujumbura sur le Burundi dans le panafricanisme, il y avait représentant l'opposition à la table des orateurs. Il y avait bien entendu des Tutsis, dont une sénatrice Tutsi du CNDD-FDD. Tout cela m'a démontré personnellement que toute cette sinistre face sur soi-disant le 2015 au Burundi, c'est le Rwanda en 1994, que tout cela n'était que de la propagande rwandaise et de la propagande occidentale. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'ai répondu sincèrement. Je tiens à ajouter un mot. C'est que je suis un militant internationaliste. Je crois à la cause des peuples. Je ne pense pas que lorsque un seul peuple ou un seul individu sera exploité, colonisé ou discriminé, je ne pense pas qu'aucun autre peuple pourra prétendre à vivre en liberté sous cette terre. Je suis néo-panafricaniste, mais je suis aussi néo-raciste en Europe. J'ai toujours combattu les deux côtés, en Eurasie de Vladivostok jusqu'à Lisbonne pour l'unité du continent, en Afrique pour l'unité du continent de la Méditerranée jusqu'au Cap. Je suis engagé dans le néo-panafricanisme depuis les années 90
Kadhafi, j'étais engagé auprès de la Jamaïria libyenne à partir de 1985. Je suis un des très rares Européens qui a exercé des fonctions officielles dans la Jamaïria. J'étais responsable du réseau pan-européen de Bruxelles jusqu'à Moscou, du mouvement des comités révolutionnaires qui était la colonne vertébrale de la Jamaïria et de la démocratie directe libyenne. Et c'est Kadhafi, dans les années 90, qui m'a initié lorsque la Jamaïria s'est engagée pour les États-Unis d'Afrique, dans ce qui est devenu l'Union africaine, le 9 septembre 1999 à Sirte. Je n'ai jamais cessé ce combat, il est essentiel pour moi, et je crois que le Burundi, c'est le cœur de la résistance africaine. Vous l'avez prouvé face à la CPI, face au lobby néocolonial qui est celui de Bruxelles, de Paris, de Washington et de ses complices rwandais, il faut le dire. Vous savez que je ne suis pas un ami de Kigali. Kagame m'a même en 2016, alors que j'étais invité à un sommet de l'Union africaine à Kigali et que je disposais d'un visa accordé par l'ambassade du Rwanda à Bruxelles, Kagame m'a fait expulser du Rwanda. Cela vous explique les rapports. Je voudrais enfin clarifier un dernier mot. Il y a en Belgique donc un lobby néocolonial qu'on appelle les réseaux du MR. Les réseaux UMR, le MR c'est le parti libéral belge. Il a été longtemps un parti très puissant. C'est maintenant un parti minoritaire mais qui est toujours puissant. C'est le parti par exemple des derniers premiers ministres belges, de l'actuel premier ministre belge fédéral. C'est un lobby néocolonial des milieux d'affaires qui n'a pas accepté la décolonisation de 62, qui est extrêmement nuisible à toute la région des Grands Lacs, Congo, Burundi, Rwanda. Un journaliste du journal belge, le Vite Express, notez que ce n'est pas un organe anti-belge, c'est un journal de l'establishment belgicain. Il a dit que les réseaux du MR, c'était une France-Afrique à la belge, c'est bien de ça qu'il s'agit. À la tête de ce lobby, il y a une famille, une dynastie bourgeoise, c'est l'ancien commissaire européen, Louis Michel, et c'est l'ancien premier ministre belge, Charles Michel, qui est aujourd'hui le président de la Commission européenne. Pour me déstabiliser, me diffamer au Burundi, on a inventé une légende que j'étais le frère de Louis Michel, etc. Je précise à vos auditeurs, nous n'avons aucun lien de parenté. Les Michel sont des adversaires politiques. J'ai une organisation politique qui s'appelle le PCN. C'est, peut-on dire, la maison mère de mon action politique qui a commencé au début des années 1980. J'ai moi-même 43 ans de militantisme politique. J'ai commencé à l'entrée dans l'adolescence à 14 ans. À partir de 1989, j'ai lancé un parti politique européen, mais qui était surtout présent en Belgique et en France, c'était le PCS. Nous avons eu en 1996-99 des représentants dans des parlements régionaux, Parlement wallon, Parlement de la communauté française de Belgique, etc. J'ai toujours été un adversaire en Belgique du MR et de la famille de Louis et Charles Michel, et j'ai été un adversaire au niveau africain de cette France-Afrique à la belge des réseaux du MR. J'ajouterai qu'en Belgique, je suis considéré comme un ennemi absolu. On me fait, depuis plus de 10 ans, on me fait des procès qui ne sont pas politiques, puisque la Belgique, c'est l'hypocrisie d'un système dit démocratique. On me fait des procès administratifs, fiscaux, etc. On essaye de m'empêcher. Je représente Afrique Média en Europe et en Belgique, à Bruxelles, où nous avons des studios. On essaye d'empêcher notre action et notre développement. Je tenais à avoir cette précision pour les auditeurs. J'ai découvert hier votre radio lorsque vous m'avez contacté. J'ai vu votre action sur Twitter. C'est une action solide, tout à fait solidaire de votre peuple, et c'est une action salutaire pour la cause du Burundi. Je vous salue et je souhaite à tous les Burundis de vaincre leurs ennemis. La cause du peuple Burundi, la cause du CNDD-UFDD, la cause du général Neva que je soutiens
parce qu'il apporte la stabilité dans votre pays. C'est une cause qui est juste. La justice est pour vous et elle mérite d'être soutenue.